arrive. Parfait. Là, on est en live. Donc, bonsoir tout le monde. Attention, c'est pas là encore. On va attendre un petit peu. D'accord, ça. Je pense que le live commence à. Voilà. Pour l'instant, il ne peut pas le partager, mais. Bon, tu le partages directement sur ta page, donc ça devrait. Ouais. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir ce soir pour une première notre émission autour d'un thé. Autour d'un thé, en fait, c'est l'objectif derrière cette émission, cette rencontre, c'est vraiment de faire le portrait de professionnels, de voir avec eux leur parcours, d'essayer de comprendre leur motivation pour que ensemble nous puissions en fait en bénéficier et puis pour certains susciter des vocations. Et l'idée vraiment c'est ça, c'est le partage, c'est voir aussi mettre l'accent sur nos talents qui sont dans la diaspora parce qu'il y en a. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le docteur Boubacar Diop. Docteur Boubacar Diop qui va se présenter dans un moment. Avant ça, je me présente. Moi, je m'appelle Moussa Kébé. Je suis le fondateur de Splash Guy Recrutement, qui est un cabinet de recrutement. Et je suis en même temps le représentant d'AUS, qui est une université dakaroise américaine qui est située vers Thiès. Et donc, dans ce cadre de cette activité, nous essayons en fait de sensibiliser les jeunes, de leur permettre de voir au-delà de leurs horizons pour pouvoir mieux s'orienter, donc mieux s'intégrer dans la vie professionnelle. Donc, je laisse la parole à monsieur le docteur, je m'excuse, le docteur Boubacar Diop, pour qu'il se présente rapidement. Écoute, merci beaucoup à toi de m'avoir invité déjà et puis surtout de faire l'honneur d'ouvrir ton émission. Et c'est vrai que parfois, entre monsieur Diop, docteur Diop, c'est toujours de la confusion, surtout par rapport un petit peu à ce qu'on a l'habitude, quand on parle de docteur, pour les gens, le commun des mortels, c'est souvent un médecin, etc. Mais bon, on ne va pas s'attarder sur ces futilités, on va dire. Alors, donc, Boubacar Diop, 39 ans, donc mauritanien, et je vis en France depuis une quinzaine d'années. Et ici en France, je suis enseignant, donc enseignant-chercheur à l'Université de Havre depuis bientôt, on va dire, 8 ans. D'accord. Mais ce n'est pas seulement, on va dire, ma seule casquette. Parce qu'à côté de ça, je suis aussi, comme vous l'avez vu, consultant en insertion sociale professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accompagne, j'aide des personnes qui sont soit dans une logique ou bien dans une démarche de reconversion professionnelle, les aider, les accompagner en vue de soit changer de travail, soit même trouver du travail, pourquoi pas. Voilà, après on aura l'occasion d'en débattre plus en détail avec des questions qui forcément ne tarderont pas à venir. Top. C'est très bien. Donc vraiment le format aujourd'hui ce sera d'essayer de reproduire un entretien d'embauche, mais avec notre tasse de thé. C'est plutôt top. Et donc, on va commencer sans plus tarder, en fait, avec des questions qui vont nous permettre, en fait, d'essayer de comprendre le parcours de Dr Diop. Avant toute chose, Dr Diop, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous donner l'intitulé exact de votre poste actuellement? Bon, actuellement, en fait, comme je viens de l'indiquer, en fait, je suis, on va dire, multicasquette. Après, mon poste, on va dire, principal, c'est que je suis enseignant-chercheur. Parce que depuis que j'ai soutenu une thèse il y a 3 ans, donc j'ai commencé à approfondir des recherches dans des domaines, notamment en droit des affaires, mais aussi en droit du travail. Ça, c'est, on va dire, c'est ma fonction principale.
Mais à côté de ça aussi, j'ai quand même d'autres casquettes parce que j'ai eu, de par mes expériences précédentes, à travailler avec des organismes, des centres. Et par-delà tout ça, j'ai quand même créé un certain nombre de plateformes permettant d'aider et d'accompagner des personnes qui sont dans une démarche, comme je viens d'évoquer, de recherche d'emploi, mais aussi de reconversion professionnelle. Donc voilà un petit peu les deux axes, on va dire, principaux sur lesquels un peu je me dessine et on va dire j'opère en ce moment. Top, top. Et quel genre d'études permet en fait d'accéder à votre poste aujourd'hui? On a compris que vous avez un doctorat, mais quelle est l'orientation de base? Bon, c'est-à-dire qu'en fait, comme vous l'avez remarqué, mon poste d'enseignant, donc je suis enseignant en droit, donc je suis prof de droit. Pour l'instant, je ne suis pas titulaire, je suis contractuel. Après, c'est aussi peut-être un choix personnel par rapport un petit peu pour avoir une certaine marge de manœuvre et de liberté, éventuellement plus de choses éventuellement. Mais ce poste-là, j'ai commencé à l'exercer depuis bientôt 8 ans. Au départ, on entend chargé de télé, qu'on peut faire à partir d'un master. Et ensuite, j'ai quand même voulu finir mes études parce que j'avais toujours cette peur et cette sensation d'arrêter les études et de sentir, d'avoir ce sentiment d'inachevé, comme tout le monde. Parce que, comme on dit souvent, il est plus facile, ou bien c'est plus intéressant de finir les études que d'y revenir un jour. Surtout quand on commence à avoir des obligations familiales, etc., ça devient plus compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Et aujourd'hui, quelle est l'évolution aujourd'hui? Quelle est le prochaine étape en fait de votre poste aujourd'hui? Quelle est l'évolution naturelle de votre poste? Bon, on va dire simplement que aujourd'hui, dans mes projections, on va dire futuristes, l'idée un petit peu, c'est surtout beaucoup exceller dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que je trouve que l'avenir du monde, c'est l'entrepreneuriat. Et moi, par rapport un petit peu à mes ambitions, par rapport à mes valeurs, etc., je me sentirais beaucoup plus utile à mesure d'apporter quelque chose comme valeur humaine par rapport un petit peu dans le concert des nations dans lequel on se situe tout simplement. Et surtout par rapport à ça. D'où le fait d'ailleurs, l'idée un peu de créer une entreprise. Bon, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure par rapport à la plateforme que j'avais au départ et puis à l'entreprise de cabinet de consulting dont on va parler. Donc l'idée un petit peu, c'est surtout aussi pousser un peu et informer l'intérêt un peu de l'entrepreneuriat aujourd'hui comme solution par rapport à l'idéologie que l'État ne peut pas faire tout. Il va falloir peut-être reprendre le relais et reprendre le flambeau comme on dit. Top, 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 top. Et là, c'est vraiment une question qui va servir plus tard aux jeunes qui vont aller voir cette vidéo sur ma page YouTube. Oui. C'est une question simple. Quel est en fait le salaire d'un junior sur ce poste-là aujourd'hui? Le salaire d'un junior, vu que je vous ai dit que je fais du thé et que le thé. C'est très bien. Moi aussi. Je l'ai un petit peu mis à l'européenne, mais c'est bien contenu. C'est comme ça, mauritanien. Hein. Je ne bois pas tout seul, donc ça n'est déjà aussi. La compagnie qui va boire du thé avec moi. Qui est venu boire du thé avec moi. Voilà. C'est plus convivial. C'est un peu aussi la philosophie du thé. Ça se partage. C'est un moment de convivialité, comme on dit souvent. Exactement, exactement. C'est intéressant, surtout. Ouais. Donc, pour revenir un petit peu à ta question, donc effectivement, après, il est difficile, là, on va dire, de te donner, on va dire une fourchette de salaire. Parce que tout dépendra où va opérer un peu, on va dire, le consultant. Si aussi on se base sur le poste de consultant. D'accord. D'enseignants, ça c'est autre chose, tout dépendra de quelle université, tout dépendra du niveau d'études, tout dépendra aussi de si on est enseignant tout simplement, enseignant-chercheur, si on est vacataire ou si on est par exemple maître de camp, professeur des universités, etc. Donc tout dépendra de beaucoup de choses. Maintenant, pour le poste de consultant, déjà dans un premier temps, il faudrait aussi qu'on puisse éclaircir ce que veut dire cette notion de consultant. Parce que on voit, on va dire, fleurir des consultants de tout bord. Rien qu'à regarder à la télé, sans citer de chaîne, on connaît tout, mais je n'ai pas besoin de citer de nom. Des consultants partout. Parfois, c'est des touristes qui ont juste séjourné, par exemple, une semaine en Turquie, ils viennent et on dit que c'est des consultants. Et on voit aussi
des gens qui parfois n'arrivent pas à trouver leur chemin et ils s'improvisent consultants. Maintenant, on peut même être consultant pour vendre des mèches. Sans pour autant, bien sûr. Ça peut marcher dans certains endroits, attention. C'est juste un exemple. Mais pour dire simplement que, pour revenir à cette question, ce qu'il faut savoir simplement, c'est que le consultant, c'est quelqu'un qui a une expertise déterminée, donnée dans un domaine dans lequel il excelle. Et dans ce domaine-là, donc, il va essayer de vendre son expertise. Après, les formes peuvent changer en fonction de ce que vous allez vendre. Les supports aussi peuvent changer. Donc, par exemple, quelqu'un, il est consulté, par exemple, comme dans le cadre de ce qui me concerne, consultant en ressources humaines ou bien, par exemple, en insertion sociale et professionnelle et en droit, parce que je fais aussi du juridique, vu que c'est mon formation de base. L'idée un petit peu, c'est d'apporter, c'est d'accompagner en ayant une certaine flexibilité pour pouvoir donner au mieux ce qu'on peut à la personne qui en a besoin, mais surtout tenir en compte des besoins de la personne plus simplement. Il y a une flexibilité, d'adaptabilité et surtout aussi d'apporter quelque chose auquel la personne a besoin. Forcément, celui qui vient vous voir, c'est qu'on va dire qu'il attend quelque chose. Il attend qu'on lui apporte quelque chose. Et surtout aussi, par exemple, l'entreprise qui va faire appel à vos services, c'est une entreprise qui cherche une solution à un problème donné, auquel l'entreprise pense que votre expertise peut le sauver un peu. Peut correspondre. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. D'accord. Donc ici, vraiment, on va plus partir dans un mode package ou bien là, sur le salaire, on ne va pas pouvoir avoir quelque chose d'exact parce que c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Par exemple, on va clore cette partie-là, c'est-à-dire que concernant le salaire, ça peut varier. Un junior, par exemple, il peut commencer avec, on va dire, 2 000 euros, par exemple 2 150 euros, si, par exemple, il est employé. D'accord. Imaginons, par exemple, s'il travaille à son compte, tout dépendra un petit peu dans quel secteur et surtout aussi, qu'est-ce qu'il a pu avoir comme clientèle, etc. Donc, là, on a quand même on va dire, c'est les montagnes russes. D'accord. Avec le Covid-19, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, on sait bien. C'est pour ça que celui qui commence dans le domaine du consulting, je conseille en tout cas de ne pas avoir ça comme activité principale. D'accord. Donc, d'avoir ça comme activité annexe. Et au fur et à mesure qu'on arrive un petit peu, on va dire, à faire de la clientèle, à réaliser un chiffre d'affaires conséquent qui nous permet un peu de s'autosuffire, si je peux me permettre ce terme-là. À ce moment-là, effectivement, on ne va pas dire au revoir patron, mais on peut quand même commencer petit à petit à... Voilà, exactement. Monter en compétence petit à petit. C'est tout ça, en fait. C'est surtout ça. Top. Là, je vais avoir des questions qui vont être plus pour essayer de comprendre quelle est la mentalité, quel est l'état d'esprit de Dr Boubacar Diop. La question va être, qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Alors, qu'est-ce qui me fait lever le matin? Déjà, se dire simplement que chaque jour est différent et se dire simplement que chaque jour, on a quelque chose à faire dans ce monde-là. Dès l'instant qu'on est vivant, qu'on est en bonne santé, on a quelque chose, on va dire, on a quelque chose à accomplir. Et donc, le fait de me lever, de dire que demain, de dire que madame, c'est un nouveau jour et que du lever jusqu'au coucher du soleil, je peux accomplir des choses aussi majestueuses qu'elles soient, c'est déjà quelque chose qui motive. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, je me lève sur les chapeaux de roue en faisant des activités sportives, physiques, qui me permettront de pouvoir avoir une journée, on va dire, bien énergique, tout simplement. Et le fait simplement de dire aussi que quelque part, dans le boulot dans le métier qu'on exerce, on a la possibilité d'aider des gens qui sont plus peut-être moins motivés ou bien qui sont plus dans la précarité que vous, ça donne un peu quelque part un sens à sa vie. Et pour revenir à cette activité, comment aujourd'hui une journée type de docteur? Alors, une journée type, on va dire, j'essaie de faire de sorte que les journées ne se suivent pas et ne se ressemblent pas. Donc, d'essayer de les varier. Mais, quoi qu'il en soit, quand même, moi, ma journée type commence déjà par une petite activité sportive dès le matin. D'ailleurs, on en a une fois discuté d'ailleurs, j'ai adopté depuis 2-3 ans maintenant ce qu'on appelle le concept du miracle morning.
Donc, ça consiste à quoi? Ça consiste à se lever 1 heure plus tôt que prévu et de faire une activité sportive. Donc, ça permet déjà de pouvoir réveiller le corps, être en forme, donc avoir une journée vraiment où on n'a pas de difficultés, notamment liées à que ce soit la respiration, que ce soit aux articulations, etc. Rien que par on n'a pas besoin de faire une activité intense, mais quelques activités d'étirement ou de la marche permettront vraiment de bien débuter la journée. C'est sûr que c'est une question d'organisation au niveau de la maison, d'organisation au niveau du sommeil, etc. Mais je pense que, comme on dit en Pula, donc on essaie de s'organiser comme on peut. Il y a toujours moyen de pouvoir trouver du temps pour faire une activité sportive qui est plus ou moins bénéfique pour le corps. Et quand c'est pour le corps, c'est aussi pour le cerveau. Et quand tout va bien, ben, tout roule aussi, même sur le plan professionnel. Donc, une journée type, ce sera du sport. Du sport, tout simplement. Un bon petit déjeuner, c'est important. Le petit déjeuner du matin, c'est important. Et puis, que la journée commence avec tout ce qu'il y a comme activité, tout ce qu'il y a comme liberté, tout ce qu'il y a comme, on va dire, les aléas, c'est-à-dire être prêt à affronter les aléas du quotidien. Et surtout, faire de sorte que de ne pas rentrer dans une routine, même si on sait que certaines de nos activités ou bien certaines de nos professions nous enferment dans des routines parfois qui, à un moment donné, on se lasse de ce qu'on fait. Mais le fait de casser la routine par des petites activités diverses et variées permettra un petit peu de pouvoir tenir une journée et de dire que, à la fin de la journée, ce fut une belle journée. Et si vous aviez un enfant, ou bien peut-être que vous avez un enfant et que vous devez lui expliquer votre journée, votre travail d'une manière très, très, très simple. Après, c'est vrai que c'est pas facile parce que chacun de nous a son état d'esprit, etc. Mais ce que moi, j'essaie de répliquer tout simplement aux enfants, etc., c'est de leur dire simplement que c'est important d'avoir on va dire, une hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est plutôt votre travail. Si vous deviez l'expliquer. Excusez-moi, j'ai du mal à comprendre la question. À ce moment en fait, quand j'explique, je dis simplement que je vais tout simplement aller pour aider des gens qui ont plus peut-être besoin que moi. D'accord. Parce que tout simplement, dans la vie, c'est important de travailler et que c'est le travail qui donne un sens à la vie. Tout simplement. Top. Et donc, avec votre expérience que vous avez eue, le parcours que vous avez et qui vous honore et qui nous honore nous tous les Mauritaniens, on est fiers de vous. Quel est votre plus bel accomplissement professionnel et personnel? Alors, l'accomplissement professionnel, bon, c'est-à-dire que déjà d'aimer ce qu'on fait. Moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Et ça, j'aime ça. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui aime les défis. Je suis quelqu'un qui aime découvrir des choses, expérimenter des choses, apprendre des choses. Donc, forcément, ça m'enrichit tous les jours. Ce que je déteste le plus, c'est la routine. J'aime pas la routine parce que je suis quelqu'un de très, très curieux et j'aime bien me sentir utile et j'aime bien aussi découvrir de nouvelles choses. Donc, du coup, ce qui fait tout simplement que le fait d'avoir une multicasquette, ça m'aide un petit peu moins à assouvir mes envies de découvrir, de connaître et surtout d'être utile dans des domaines qui peuvent être divers et variés. Donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui, votre plus bel accomplissement, ce serait en fait ce que vous faites quelque chose que vous aimez vraiment, vous êtes utile aux autres. Moi, en fait, l'accomplissement, on va dire sur le plan professionnel, c'est surtout faire ce que j'aime. Faire ce que j'aime, c'est-à-dire qu'en fait, ne pas être enfermé, on va dire, comme dans une tour d'ivoire et être dans une routine qui peut-être fait qu'à un moment donné, on en a marre. Non, moi, je n'ai pas choisi cette vie-là. J'ai choisi tout simplement une vie où je vais faire des choses que j'aime, c'est-à-dire de faire des choses variées. Et même si on sait qu'on ne pourra jamais faire ce qu'on aime, parce que si on est, on va dire, sous la hiérarchie, ou bien si on est employé quelque part, à un moment donné, nos marges de manœuvre sont limitées. Mais dans les choix d'activité ou de profession que j'ai décidé de me lancer, c'est des choix qui permettront d'avoir quand même les mains moins liées, en fait. D'accord. C'est très important. Moi, c'est dedans que je m'épanouis, en fait. Enseignant-chercheur, donc j'ai quand même une marge de manœuvre au niveau un peu de mes recherches et au niveau des cours, parce qu'on a une liberté pédagogique ici en France, etc.
Et de l'autre côté, en tant que consultant, ça permet déjà d'avoir un public varié et surtout aussi des expériences, que ce soit des expériences humaines ou des expériences sociales, etc., qui permettent un peu de m'enrichir moi personnellement. Top, top. Et si vous deviez aujourd'hui nous citer une personne qui pourrait prendre votre place, donc ça veut dire une personne qui a toutes ces caractéristiques, qui a le même mindset que vous, qui peut aujourd'hui vous remplacer tout de suite. Je pense que pour moi, nul n'est irremplaçable. Je pense que, je dis d'ailleurs souvent à mes étudiants que, ils me disent, parce que les étudiants me posent parfois la question, ils me disent, en me disant, si vous avez la possibilité de faire d'autres métiers, qu'est-ce que vous devez faire? J'ai dit, moi, si je pouvais vivre 200 ans, si je pouvais vivre plus, je ferais tous les métiers du monde. Hop, hop. Ça, c'est bien. Hein? Ça, c'est une bonne chose. Mais si aujourd'hui, vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui a presque le même mindset que vous, qui pourrait aujourd'hui prendre votre place, ce serait qui? Par exemple, sans partir, sans aller loin, Salé, par exemple, qui est avec moi, Salé Diakité, par exemple, lui qui me côtoie beaucoup, on échange beaucoup et on évolue presque un peu dans le même domaine. Lui, par exemple, je sais que voilà, il est un peu dans ce même état d'esprit-là. Ok, top. Bah, bienvenue. Il faut lui donner son thé, là. Je crois que c'est froid, non? Oui, je vais lui donner son thé parce que sinon ça commence avec toi. Ok, parfait, parfait. Voilà. Et si vous aviez aujourd'hui, parce que je pense que vous avez eu des stagiaires qui vous suivent dans votre activité, soit de consultant ou d'enseignant-chercheur, ou des jeunes enseignants-chercheurs, quel conseil vous leur donnerez? C'est-à-dire qu'on puisse évoluer dans l'enseignement. Parce que voilà, c'est quand même, sans me jeter des fleurs, nous savons tous que c'est le plus beau métier. C'est le plus beau métier du monde. Et donc, c'est de la persévérance et surtout aussi avoir cette soif de connaissance. Parce qu'en fait, on apprend tous les jours. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens, en fait, qui pensent qu'à arriver à un certain niveau, on n'a plus besoin d'apprendre, alors qu'on apprend tous les jours. L'apprentissage, ce n'est pas une question de diplôme. On peut avoir le diplôme le plus élevé, mais avoir cette soif de connaissance et en apprendre tous les jours. Le diplôme ne montre pas le niveau d'intelligence. Et d'ailleurs, je dis ça parce que je repense un petit peu parfois à ce que j'ai dit à mes étudiants. Quand le premier cours, je leur dis, par exemple, vous savez, nous sommes tous naturellement intelligents. Ils me disent, non, monsieur Diop, vous dites n'importe quoi. Je dis, vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui différencie une personne d'une autre? C'est la façon d'utiliser l'intelligence. Quelqu'un va utiliser son intelligence, par exemple, pour, je ne sais pas, pour arnaquer quelqu'un d'autre. Quelqu'un va utiliser son intelligence pour frauder à la sécurité sociale. Vous voyez? Quelqu'un d'autre va utiliser en essayant un peu tel ou tel élément. Donc, regardez, ces personnes-là, elles sont différentes, mais chacune d'elles a utilisé son intelligence différemment en fonction de ses besoins. Donc, indépendamment du fait qu'on puisse avoir des pathologies, des maladies ou des déficiences, ça c'est indépendamment de ces personnes-là, mais nous sommes naturellement intelligents. Maintenant, c'est la façon dont on utilise l'intelligence qui différencie. Après, parfois, je peux comprendre que dans certaines situations, il est difficile d'atteindre certains niveaux, de faire certaines études, etc., pour des raisons X, Y qu'on ne va pas citer. Ça, mais si les conditions sont réunies, on peut, si on veut, on peut le faire. Si les conditions sont réunies. Malheureusement, on n'a pas tous, on n'est pas tous, comme on dit, on n'est pas tous nés sous la même étoile. Je dirais Ayam. Belle référence. Pour une transition qui ne l'est pas vraiment, ce serait quelle est votre philosophie de vie? Ma philosophie de vie, si je dois la résumer, moi, c'est, on va dire, c'est déjà le partage, c'est très très important, le partage des connaissances. Ma philosophie de vie, c'est d'avoir des valeurs, c'est important, que ce soit des valeurs personnelles et des valeurs communes. Et au niveau de ces valeurs-là, on va inclure bien sûr cette notion de partage, cette notion surtout de tolérance, et surtout cette notion d'entraide, c'est très important. Et tout à l'heure, on a évoqué le fait qu'on n'est pas nés tous sous la même étoile. Donc, le fait de partager, c'est un moyen de pouvoir aussi aider des personnes qui sont nécessiteuses, des personnes qui sont sans besoin.
à pallier à la différence, essayer de réduire l'écart. L'écart. Ça, c'est une chose qui est très. D'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que c'est pour cette valeur-là que j'ai quand même pu travailler dans le social, dans l'insertion, etc. Parce que je me disais qu'on a tous quelque chose à apporter, on a tous quelque chose à faire dans ce monde-là, on peut tous aider les gens qui en ont besoin. Il suffit juste de le vouloir et surtout aussi d'avoir ces valeurs de partage. Top. Et ça, cette question va être, ça peut être dans le cadre professionnel comme dans le cadre personnel. La dernière fois que vous avez ri aux larmes, parce que je sais que les groupes, ils aiment bien rigoler. Alors, là, il faut que je cherche vraiment. Bon, après, sans aller loin, vous allez très loin. La dernière fois, je pense que c'était durant le confinement. Parce qu'en fait, vu que j'avais des cours à distance, en visio, une fois, un étudiant a voulu un petit peu faire son numéro, ou bien peut-être que ça n'a pas marché. En fait, pour t'expliquer l'anecdote, c'est que donc j'avais cours avec eux à 8 heures en visio, etc. Sauf que lui, il s'est connecté, il était encore dans son lit. D'accord. Et il a juste mis une chemise rapidement, donc pour faire croire qu'il est open, qu'il est connecté. Sauf qu'il a oublié qu'il est en direct, et d'un seul coup, il s'est levé. Et quand il s'est levé, il était en caleçon. Donc, d'un seul coup, moi qui voulais être concentré, qui faisais mon cours, mon speech, etc., j'ai éclaté de rire, en fait. Parce que ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser, en fait, à l'idée ou bien au sous-entendu qu'on disait souvent, par exemple, en Mauritanie, à la TVM. On disait souvent que les journalistes à la TVM, la majeure partie, en fait, en costume, pour l'occasion, en fait. Donc, le bas, c'était un habit local. Donc, le chai est local, quoi. Donc, du coup ça m'a fait vraiment rigoler, en fait, quand j'y pense. Donc, il s'est excusé parce qu'il s'est senti gêné. Et vu qu'il y avait presque une centaine de personnes qui le regardaient en visu, etc., donc c'était pas très. Ouais. Voilà. Bon, c'est les aléas du direct, on peut dire ça comme ça. Exactement. Moi, je ne vais pas me lever, hein. Je vais pas me lever. Tu es revenu de toute façon, donc. On ne sait jamais. Ok, top. Et aujourd'hui, bon, on a traversé le Covid-19, on a été en confinement. Là, on essaie de respirer un petit peu. L'activité commence à redémarrer. Même si c'est difficile de respirer avec le... Comment? Même si c'est difficile de respirer avec le masque. Oui, exactement. Et donc, ma question était de savoir quel est aujourd'hui l'impact du Covid sur votre travail? Moi, personnellement, le Covid, on va dire, a ses points positifs et négatifs. Alors, positif dans le sens où ça nous a surpris tous. Hein. On ne s'attendait pas à ce que le monde soit arrêté sur le plan économique, sur le plan social, etc., de manière brusque, naturellement. Mais aussi, ça, c'est sur le plan, on va dire, négatif. Pardon. Et sur le plan positif, on sait que le Covid aussi nous a appris à travailler autrement et à se dire simplement qu'on peut un peu se débarrasser de ces idéologies qu'on a sur la notion de travail et la notion de présentiel. Et qu'aujourd'hui, étant donné que les documents, étant donné que le travail peut se faire à distance, mais bon, tout doit se faire bien sûr dans une confiance mutuelle entre l'employeur et l'employé, ça permet un peu quand même de renforcer l'idée un peu de la nécessité du télétravail. Même si effectivement, on ne peut pas télétravailler dans tous les domaines. Le berger qui doit être derrière son troupeau ne peut pas télétravailler. Le vendeur de maïs ne peut pas télétravailler. Voilà. Donc, pour dire simplement que. Mais c'est sûr que ça va être un peu plus difficile pour certains corps de métier où on ne peut pas le faire. Que par exemple, pour moi, dans mon cas, ce n'était pas très, très compliqué dans la mesure où les choses pouvaient se faire de manière dématérialisée. Après, c'est un entraîné, naturellement. Donc, vous avez continué vos activités durant tout le confinement au niveau des activités, par exemple, concernant l'enseignement universitaire, ce n'était pas très compliqué. Il fallait s'organiser autrement parce que les cours se faisaient à distance. Là, naturellement, les étudiants ont un peu souffert là-dessus parce que voilà, ils ne connaissent pas. Pourtant, c'est des personnes qui sont souvent connectées, mais connectées pour ce qu'ils veulent, bien sûr. C'était un peu différent parce qu'un cours en présentiel, en face à face, où on peut poser des questions et avoir une interaction sociale,
est forcément différent qu'un cours qu'on fait à distance. Et donc, du coup, effectivement, sur le plan de l'enseignement, moi, de mon côté, c'était pas très compliqué, ça va encore, mais je sais quand même, j'ai ressenti auprès des étudiants que c'était quand même une épreuve très, très difficile. Et qu'ils espèrent que ça ne va pas se renouveler à la rentrée. Maintenant, sur le plan du consulting, ou on va dire sur l'autre aspect par rapport à mes activités annexes, effectivement, on perd quand même pas mal de clientèle parce que les gens avec le Covid ne savent plus où donner la tête. Ils ne savent plus aussi quelles sont les perspectives d'emploi, etc. Donc, forcément, tout ce qui est consultation, tout ce qui est accompagnement risque un peu de s'estomper. Après, ce que je faisais quand même, c'est que j'envoyais quand même des mails, j'ai téléphoné pour savoir un peu les personnes où est-ce qu'elles en étaient dans leur démarche d'emploi. Maintenant, pour les entreprises aussi, s'il y a des accompagnements qui devaient se faire par rapport à tel ou tel élément, ça continue à se faire, toujours dans un esprit en nous disant que ce n'est on va dire, c'est l'orage qui passe et dès que l'orage passera, tout redeviendra, tout remarchera normalement, comme on l'espère, en espérant que ça va bien sûr marcher. En espérant, il faut continuer à garder les gestes barrières et puis avec oui, c'est très très important. Tant bien que mal. Ok, top. Et vous qui êtes dans l'insertion, quel conseil vous donnerez aujourd'hui à une personne qui recherche un emploi, aux jeunes qui recherchent des contrats d'alternance, des stages? Est-ce que le Covid a impacté un petit peu ce côté-là? Quel conseil vous donnerez à ces personnes-là? Effectivement, le Covid a beaucoup impacté parce que, d'ailleurs, même récemment, j'ai eu quand même pas mal de contacts, que ce soit des étudiants, que ce soit des particuliers, qui sont un petit peu dans une situation de peur, on va dire, de l'avenir, la crainte un peu de l'avenir, c'est-à-dire en fait, en disant que ça va être difficile pour ceux qui cherchent par exemple des alternants de trouver des entreprises parce que les entreprises ont perdu beaucoup d'argent. Donc, ils ont pour l'instant un peu peur de recruter des alternants, même si, par exemple, concernant la France, il y a eu des aides de l'État. Aujourd'hui, on peut avoir jusqu'à 1 000 euros pour un alternant, etc., avec la nouvelle loi. Mais ça reste quand même dans une situation très balbutiante qui fait que pour l'instant encore, c'est très, très difficile de revenir dans un sentiment, dans une situation normale de confiance qui permettront aux entreprises de pouvoir recruter ou bien de pouvoir prendre des alternants. Mais d'ailleurs, concernant l'alternance, j'aimerais bien quand même y revenir parce que je trouve que l'alternance, c'est une révolution. Une révolution dans le monde du travail. Pourquoi? Parce que simplement, c'est, on va dire, c'est une réponse en fait, à quoi? À la fameuse phrase des recruteurs ou des employeurs, entre guillemets, j'espère qu'ils ne vont pas m'haïr, qui vous n'avez pas d'expérience. Parce que le fait, quand même, maintenant, avec le système d'alternance, c'est qu'on n'a plus d'excuses à dire à quelqu'un que tu n'as pas d'expérience. Parce que déjà, avec le système d'alternance, on a déjà l'expérience parce qu'on travaille en même temps. Et je trouve que ça devrait être aussi quelque chose qui doit inspirer beaucoup nos pays, on va dire, en voie de développement. Même si, effectivement, ce n'est pas un système qui est transposable sur le champ, mais déjà de mettre en place un système, on va dire, d'insertion, un système. Après, je sais que récemment en Mauritanie, il y a quand même pas mal on va dire, pas mal, c'est un grand mot, mais on va dire une volonté politique de la part du ministre de l'Emploi, M. Taleb, qui a mis en place un chantier d'insertion. Maintenant, la question, c'est que va donner ce chantier et qui va s'en occuper? Parce que c'est tout ça qui est important. Parce qu'on sait tous quand même qu'en Mauritanie, au niveau emploi, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Parce que regardez même récemment les chiffres au niveau de l'Organisation nationale des statistiques, qui a avoisiné presque 31% ou 32% de chômage. Donc c'est plus. Et à côté de ça aussi, on sait que ça aussi, c'est lié aussi au système éducatif, qui est beaucoup à réfléchir et à revoir. Parce que jusqu'à ces dernières années, on a par exemple le taux de réussite au bac qui avoisine le 10%, ce qui n'est pas concevable aujourd'hui en 2020. Mais bon, après, je ne suis pas là pour faire le procès de l'État mauritanien ou ce qui a été mis en place, mais je sais quand même que ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut dire, c'est que l'avenir des économies passe naturellement par un système non seulement éducatif qui est fiable et qui marche très bien, mais aussi la mise en place de chantiers d'insertion permettant aux jeunes qui sont sortis du système classique ou bien qui ont pu avoir des diplômes, pourquoi pas, de pouvoir se réinsérer facilement à travers un peu un système d'emploi qui n'est pas forcément les postes classiques. Après, on sait que
que ce soit la Mauritanie, par exemple, le Sénégal, etc., l'État est le premier employeur. Mais sauf que je dis, pour dire simplement, comme j'aime bien le dire, l'État ne peut pas faire tout. Donc, il faut repenser le système d'insertion socio-professionnelle à ce que les gens puissent reprendre le destin en main. Et maintenant, il faut que l'État soit là comme étant un booster pour permettre, en mettant les moyens donc sur le plan d'infrastructure, de formation professionnelle, mais aussi de l'argent pour pouvoir mettre en place tout un système d'aide à ces personnes-là qui ont cette volonté de s'insérer socialement, mais aussi professionnellement. Ça aussi, on va dire Pardon, désolé c'est une question qui va un petit peu appuyer en fait sur ce que vous venez de dire tout de suite. C'est que on a tous eu notre bac en Mauritanie. On sait que, en tout cas, moi, j'étais dans un cas, dans le cas où je ne savais même pas qu'est-ce que je devais faire. Je devais aller en terminale C parce que j'aimais bien les mathématiques. Je l'ai fait, mais je ne savais pas quoi faire après. Et dans ce sens-là, quel conseil vous donneriez à cette jeunesse mauritanienne qu'on sait très brillante, très brillante, mais il n'y a rien aujourd'hui comme. En tout cas, moi, j'ai pas vu, au moment où j'ai fait le bac, j'avais rien, j'avais pas de conseiller d'orientation, j'avais pas de. Il y avait rien qui était mis en place pour ça. Exactement, c'est ça en fait. Donc c'est de ça d'ailleurs dont j'ai pu l'évoquer. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parle de repenser le système éducatif, c'est un peu repenser sa façon de mêler un peu, on va dire, l'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignement, ça ne va pas seulement être une transmission de connaissances. Il ne faut plus que les apprenants, on va dire, soient dans une logique ou dans une dynamique comme étant des oies qu'il faut gaver de connaissances. Non, en fait, indépendamment des connaissances qu'on va gaver, j'aime pas le terme gavage, il faut aussi repenser comment insérer ou bien comment, dès par exemple le collège, accompagner les jeunes et savoir un petit peu où est-ce qu'ils ont plus de possibilités ou d'aptitudes pour pouvoir s'orienter. Donc, donner des possibilités. Et ça passe tout simplement par la formation de personnes qui vont être un petit peu des acteurs dans le monde de l'orientation. Donc, comme ce qu'on appelle dans l'enfance les conseillers d'orientation, etc. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est la base de tout. Donc, pensez vraiment avoir des conseillers d'orientation dès le collège, parce que nous, comme vous le savez, on choisit en fait nos filières par rapport aux notes qu'on a. En fait, troisième année, je me rappelle bien, troisième année collège, si on a des bonnes notes en mathématiques, on part en C. Si on n'est pas très bien en mathématiques, on part en A, D. Donc, essayez de mettre en place quelque chose. Vous pensez à ça. Et puis surtout aussi, indépendamment de ça aussi, vous venez d'évoquer un point très très important, cette notion aussi de filière A, B, C, qui peut-être on va dire aujourd'hui est révolue et has-been, et surtout aussi on va dire doit tomber en désuétude, si je peux me permettre le terme. Mais ce qui est important aussi, c'est pouvoir varier un peu ces filières-là et introduire davantage des filières professionnelles dès le collège. Et le fait d'introduire des filières professionnelles dès le collège permettra, les jeunes, peut-être même qu'il y aura peut-être des jeunes pour des raisons X ou Y, quitteront le système scolaire parce que pour des problèmes de santé, pour des problèmes par exemple de famille, etc. Maintenant, que vont devenir ces jeunes-là? À part être généralement, entre guillemets, excusez-moi, des délinquants ou bien des gens qui vont errer dans les rues. Mais l'idée, effectivement, ce n'est pas de déscolariser, parce que il y a quand même, on a un système juridique qui permet quand même de garder l'enfant le plus tard possible au sein des établissements scolaires. Mais indépendamment de ça, moi je pense que dès le collège, il faut réfléchir à un système déjà, on va dire un système de chasseurs de talent. Chasseur de talent, c'est ce conseiller-là qui doit avoir cette mission-là. C'est-à-dire par rapport aux notes de la personne, aux notes que peut avoir la personne, par rapport un petit peu à on va dire même un entretien psychologique, pourquoi pas? Un entretien psychologique. Évaluer les besoins, évaluer le climat social, etc. Ça permettra un petit peu tout de suite de flairer, si je peux me permettre le terme, de flairer un peu les axes ou bien les domaines dans lesquels l'enfant ou le jeune peut pouvoir exceller tout simplement. Au lieu d'attendre, par exemple, parce que la majeure partie, par exemple, des gens qui arrivent, nous, on a eu la même expérience. Dès qu'on a le bac, on nous demande qu'est-ce que vous voulez faire, ben, je ne sais pas. Donc, je vais chercher là où je vois la lumière, je vais rentrer dedans. Exactement. Donc, ce qui fait que donc, on se retrouve à l'université
parce qu'on veut faire la fierté de la famille en disant qu'on a été à l'université, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est des formations qu'on n'aime pas forcément, et pour finir avec des bac plus 4, bac plus 5, mais finalement, on ne va jamais travailler dans le domaine. Combien, par exemple, de personnes ayant eu le bac, ayant eu par exemple une maîtrise, je ne vais pas lancer système, une maîtrise par exemple en, je sais pas, en géographie, etc., qui se retrouvent dans des, je sais pas, dans des métiers insolites. Je ne dirais pas éleveur de dauphins, mais pour expliquer. Donc, par rapport à ça, je pense que si je peux me permettre de suggérer, si je peux me permettre de donner mon avis là-dessus, c'est de repenser le système éducatif et surtout de repenser en pensant professionnel. Penser professionnel, c'est penser simplement se dire que dès le bas âge, dès le collège, il faut commencer déjà à inculquer aux enfants cette notion de qu'est-ce que je vais faire plus tard, qu'est-ce que je veux faire plus tard. Et donc, du coup, de là, on inculquera un peu les valeurs de je vais me donner les moyens pour y arriver. Donc dès ce stade-là, on pourra se renseigner, on pourra aller faire des stages de découverte, pourquoi pas. On dit à un collégien, tu vas faire un stage de découverte à l'hôpital. Donc, au moins, il va découvrir le métier d'infirmier, le métier de médecin. Donc, ça peut lui donner des ambitions, des idées, etc. Mais à ma connaissance, je n'ai jamais vu, par exemple, un collégien ou un lycéen aller faire un stage de découverte. Parce qu'on va aller chez nous, par exemple, on va dire Mamouni. Moi, je sens un peu le débat sur le cas de la Mauritanie, c'est parce que voilà, il y a des choses à faire, donc je trouvais quand même que c'était nécessaire d'apporter un petit peu des conseils et un avis là-dessus. Top, c'est excellent, c'est excellent. Ça n'a rien à voir avec une critique politicienne ou quoi que ce soit. Non, bien sûr, on n'est pas là pour ça. On est là pour des idées et c'est très, très, très bien. Merci beaucoup pour ça. Là, on va passer vraiment sur le côté actualité. Parlez-nous un petit peu de votre actualité, ce que vous faites aujourd'hui, les projets futurs, et puis voir comment la communauté peut vous aider là-dessus et comment on peut vous aider là-dessus. Alors, au niveau de l'actualité, moi, bon, là, je rentre de vacances déjà. C'était les vacances, c'est vrai qu'avec le Covid-19, malheureusement, on ne peut pas rentrer au pays. Donc, on est là, mais bon, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a pour pouvoir quand même se déconnecter. C'est très important. D'ailleurs, même le droit français a introduit ça avec la loi El Khomri de 2016, le droit à la déconnexion. C'est très, très important de se déconnecter. C'est comme ça aussi qu'on se construit. Et aussi, c'est les moments où on partage avec les êtres qu'on aime, etc. Donc, que ce soit la famille, les enfants, etc., c'est très important de se déconnecter un petit peu. Alors, maintenant, au niveau des projets, on en a parlé d'ailleurs récemment. Là, je viens juste de monter un petit cabinet de consulting. Donc, un cabinet de consulting spécialisé dans la gestion des ressources humaines, mais aussi dans l'ingénierie de formation et aussi dans l'insertion sociale et professionnelle. Alors, quelle est la particularité? Vous allez me dire forcément, oui, des cabinets de consulting, on en a à tous les coins de rue, c'est comme les kebabs, ou bien c'est comme les boutiques. Oui, mais bon, la touche personnelle que je voulais un petit peu rajouter ici, c'était de créer un cabinet, mais un réseau. C'est-à-dire qu'au lieu d'être tout seul, au lieu de proposer directement mes services, en fait, je vais travailler avec des consultants dans différents domaines qui intéressent un peu les secteurs d'activité dans lesquels je vais travailler tout simplement. Exemple concret, par exemple, je vais travailler avec un consultant, vraiment un coach en insertion professionnelle. Je vais par exemple travailler avec un coach en image, ce qu'on appelle un personal shopper. Je vais travailler par exemple en coach sportif d'ailleurs, parce que il y a des personnes qui, peut-être pour les besoins d'emploi, ont besoin par exemple de retrouver la confiance en soi à travers le physique, à travers le mental, etc. Et tout ça aussi, c'est des choses qui travaillent. On a tendance à négliger, mais tout ça, c'est un packaging en fait. Quand tout va bien, normalement, tout réussit. Et c'est surtout par rapport à ça que c'est important. Donc, du coup, il y a donc, pour revenir un petit peu aux différents aspects et volets au domaine d'intervention, si vous voulez. Donc, RH, ça va être plutôt pour les entreprises. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les petites entreprises qui n'ont pas, par exemple, de juristes, de les accompagner un peu dans le recrutement, mais aussi dans la rédaction un peu des contrats, etc. Et les conseiller. Mais aussi faire aussi du sourcing, faire aussi, on va dire, de la mise en relation par rapport à certaines choses. Ça, c'est l'aspect un peu qu'on va pour le RH. Maintenant, pour l'aspect ingénierie de formation, ben, ça, c'est déjà mon domaine parce que ça fait des années quand même que je le fais
Au départ, c'était en tant qu'indépendant. Donc, j'avais une petite plateforme qui s'appelait Acha Formation. Et donc, cette plateforme-là, donc, j'ai intégré aujourd'hui avec mon nouveau cabinet. Donc, le cabinet, je rappelle, c'est R2C. Donc, R pour la lettre R, 2, le chiffre 2, et C, donc, voilà. R2C, qui veut dire simplement réseau de consulting. Donc, il a rien avec RDC et République démocratique du Congo. Les passeurs vont sortir ça. Donc, R2C, donc réseau de consulting. Voilà, donc c'est pour dire seulement que c'est un cabinet de consultants, mais qui travaille en réseau avec différents consultants. Donc, on essaie un peu de faire au mieux à travers des expériences, à travers une expertise bien particulière pour pouvoir donner le mieux de soi aux entreprises et aux particuliers. Donc, je travaille avec les entreprises, mais aussi je travaille avec les particuliers. Maintenant, les entreprises, effectivement, il y en a beaucoup, donc pour la partie RH, mais aussi il y a la partie aussi ingénierie de formation. Alors, c'est quoi exactement? C'est l'ingénierie de formation, c'est un peu de créer d'aider un peu surtout les centres de formation, mais aussi les entreprises dans le plan de formation pour les employés, leur proposer on va dire, des formations dans tel ou tel domaine en fonction des besoins. Donc, c'est des formations qui sont adaptables et adaptées en fonction des besoins. Et souvent, dans le domaine RH, c'est du droit, c'est parfois aussi des choses liées un peu à la question de déléguer du personnel, etc. Donc, c'est de l'accompagnement, etc. Donc, c'est surtout dans ce sens-là. Après, maintenant, il y a des formations, bien sûr, que je propose à des centres de formation, notamment dans le domaine du social, parce que depuis quelques années, j'enseigne beaucoup dans les écoles d'éducateurs et des écoles du travail social en général, qu'on appelle en France, et donc sur les questions d'éthique, de déontologie du travailleur, mais aussi sur les questions, par exemple, liées au droit du travail. Et à côté de ça aussi, je travaille beaucoup aussi sur les notions de discrimination du genre, mais aussi discrimination due au travail. D'ailleurs, depuis quelques années, je me suis un peu spécialisé dans ce domaine-là, mais aussi la question aussi de laïcité. Même si ça reste quand même une question taboue chez nous, de parler de laïcité. Mais ici en France, par exemple, j'interviens beaucoup dans ces questions-là, notamment la laïcité expliquée dans le domaine professionnel. Comment vivre sa laïcité dans le domaine professionnel? Parce que pour la petite anecdote d'ailleurs par rapport à la laïcité, j'ai dû créer une plateforme de formation juste après les attentats du 13 novembre. Donc après les attentats du 13 novembre, j'ai rebondi sur l'occasion et j'ai vu un peu ce qui se passait par rapport au fait que les enfants étaient perdus par rapport aux informations diffusées sur les réseaux sociaux. Donc j'ai créé une formation que j'ai appelée à l'époque éducation à la citoyenneté et au comportement responsable. C'est ça que d'ailleurs sur Internet, j'ai trouvé un peu la formation que je propose aux écoles. Et l'idée un peu, c'était un peu d'expliquer aux enfants avec leurs mots ce qui se passe. Parce que parfois les parents avaient du mal un peu à leur expliquer. Et puis vu que les enfants passaient les journées à regarder la télé, donc ils savaient ce qui se passait. Donc, je vais expliquer un petit peu c'est quoi les valeurs, c'est quoi la République, c'est quoi l'islam, c'est quoi un peu la notion de brassage culturel, etc. Donc, c'était un peu pourquoi les enfants, parce que voilà, je trouve que c'est la base de la société. Donc, si voilà, on ne cultive pas ces valeurs-là, il est difficile de pouvoir construire une société qui va marcher, on va dire. Donc, ça, c'est l'aspect formation. À côté, donc, il y a l'insertion professionnelle. L'insertion professionnelle, ça va être tout ce qui est lié à l'accompagnement des particuliers, soit des demandeurs d'emploi ou des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Alors, l'accompagnement, ça va être de A à Z. Ça va être déjà, dans un premier temps, un entretien, et puis définir un peu le projet de la personne, ou bien définir aussi les freins que la personne dispose qui l'empêchent de trouver du boulot. Qu'est-ce qui freine la personne? Est-ce que c'est un problème de langage? Est-ce que c'est un problème de comportement? Est-ce que c'est un problème d'accoutrement? Ça peut même être la façon de s'habiller, ou c'est la façon peut-être de mener ses entretiens, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on met en place à travers notamment forcément un bilan de compétences que je mène aussi. Après, les gens vont vous dire forcément, mais tout ce que vous dites, il y a Pôle emploi qui le fait. Effectivement, mais sauf que Pôle emploi, je ne pense pas que l'accompagnement puisse se faire de manière plus sérieuse. Ça va. Mais effectivement, après, voilà, c'est payant naturellement, parce que, comme on dit, tout travail est salaire. Mais l'idée un peu c'est ça, et puis c'est d'être une plus-value, de faire plus que ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, on va sur les marchés, et surtout ce que fait Pôle emploi. Donc, ce n'est pas bien sûr concurrencer Pôle emploi, mais se dire simplement qu'on peut aller plus loin que dans l'accompagnement des personnes
qui sont en recherche d'emploi ou bien qui sont en reconversion professionnelle. Et vos activités, c'est seulement en France ou vous avez une partie Après, au niveau du cabinet, c'est un cabinet de droit français, mais qui est appelé à travailler avec l'étranger. Là, d'ailleurs, je commence à nouer avec pas mal de partenaires au niveau de l'étranger, que ce soit au Sénégal, en Mauritanie, etc. Et l'idée un petit peu, à la fin, c'est de pouvoir travailler surtout avec les centres de formation, avec les institutions publiques, mais aussi les associations, pour mettre en relation, que ce soit des professionnels que je connais, parce que j'ai un bon réseau ici de professionnels dans le domaine social, donc qui peut-être pourront intervenir ou pourront donner des outils, des formations, donc sur place dans ces pays-là. D'ailleurs, même en Mauritanie, par exemple, on est en pleine négociation avec un ami aussi qui vient d'avoir un cabinet sur place, un petit dédicace à Soumane, donc voilà, son nouveau cabinet, donc Opus Emploi. Donc, c'est un petit peu le partenaire un peu de R2C en Mauritanie, en sachant que d'autres aussi partenariats sont en cours de négociation et qui ne vont pas tarder aussi bien au Sénégal, en Mauritanie. Et l'idée un peu, c'est d'élargir même aussi sur le Maghreb et toute bonne volonté qui éventuellement voudra se joindre à nous en vue de pouvoir faire des choses, découvrir des choses, mais surtout aussi construire des choses. Et en ayant l'état d'esprit, comme je dis au départ tout à l'heure, aider son prochain. Donc voilà, l'idée un peu, ce n'est pas. On n'est pas. En fait, celui qui veut choisir le métier de consultant pour être riche, ben, il n'a qu'à être trader. Exactement. Donc, voilà, moi, je suis plus dans l'état d'esprit. On a tous une mission sur cette terre, et la mission, c'est de faire les choses comme on peut le faire et d'aider l'autre comme on peut le faire. Avec les moyens qu'on a, en vue de. Voilà, et comme je dis souvent aussi, au lieu de pêcher et ramener à quelqu'un du poisson, pourquoi ne pas lui apprendre à pêcher? Yep. Pour rebondir à ça, on va d'ailleurs Al-Qassoum de Opus sera nos futurs invités autour de ce thé-là. J'espère que son thé sera bon. En tout cas, il est froid. Donc, top. Là, on va prendre juste. Il y a une question de Ilyes Al-Qassar qui posait une question. J'en profite pour que tu puisses répondre à cette question. Il demandait, est-ce que le fait d'aimer, de faire tout, n'impacte pas votre efficacité? Effectivement. C'est-à-dire que ça, on me le sort tout le temps. C'est-à-dire qu'on me dit souvent que tu es sur plusieurs choses ou que tu cours plusieurs lièvres à la fois. On ne peut pas courir plusieurs lièvres. Ou comme on dit en polac, avoir d'autres en Angleterre. C'est vrai. Mais en fait, c'est-à-dire que moi, c'est le mode de vie que j'ai choisi. Pourquoi? Parce que je suis une personne curieuse, je suis une personne qui aime les défis, qui aime les challenges. Donc, raison pour laquelle, en tout cas pour l'instant, Dieu merci, j'arrive quand même à faire beaucoup de choses à la fois. Après, effectivement, si selon ses capacités, selon que ça soit capacité physique, intellectuelle, etc., il est difficile de le faire, oui, chaque personne est différente. Yeah. Mais chaque personne est intelligente. Exactement. Donc, ça, on a retenu ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est très clair. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être attendre un petit peu. On ouvre le champ des questions. Ah, il vient de répondre. Il dit qu'on tombe sur des projets incomplets. Et c'est son problème d'ailleurs. Il dit que c'est son problème d'ailleurs. Il dit que le fait de suivre plusieurs projets, parfois on a des projets qui sont incomplets. Il dit que c'est son cas. Il a dit qu'en fait, quand on suit plusieurs projets, l'idée un peu, ce n'est pas de les finir. En fait, un projet peut se mettre en stand-by. Regardez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit par exemple, quand on se décide de se lancer dans le consulting, l'idéal c'est d'avoir on va dire forcément un métier, d'être employé quelque part. Le temps de mûrir son projet, le temps de pouvoir voler ses propres ailes. C'est pour ça que je déconseille de se lancer aveuglément dans le métier de consulting comme ça, du jour au lendemain, sans avoir vraiment une chance qui permettra de pouvoir se nourrir, on va dire, de ce métier-là. Il est difficile dans le départ. Sauf si on est consultant en tant qu'employé dans une boîte, etc. Mais si on veut se mettre à son compte, l'idéal, effectivement, pour mieux sécuriser, bien sûr, tout, si on a une famille, etc., c'est quand même d'avoir ça comme activité annexe. Plusieurs
comme disent les Exactement, exactement. Et donc voilà, donc du coup, effectivement, si maintenant, le fait d'avoir plus de projets, etc., un projet, si on ne le finit pas, effectivement, on peut le mettre en stand-by, le temps de le mûrir, etc. D'ailleurs, parfois, on fait des mûris, on va avoir beaucoup plus d'impact qu'un projet précipité et fait. J'aime pas la précipitation. Par exemple, là, pour ce projet de cabinet de consulting, ça fait par exemple 5 ans que j'y pense. Juste de mûrir le projet. Voilà. Mais cela n'a pas empêché d'aller faire autre chose, d'aller être utile ailleurs. Monter en compétence, mûrir la chose. Tout simplement. On va dire que, si je peux me permettre, le mûrissement, ce n'est pas une question d'âge. On peut être mûr même très jeune. Voilà, c'est des prédispositions, c'est des expériences de vie. Voilà, moi, par exemple, je sais personnellement, voilà, ce n'est pas raconter ma vie, mais j'ai eu quand même un parcours, on va dire, atypique, dans le sens où je suis parti du petit jeune Mauritanien qui, par exemple, sort d'un quartier difficile à Nouakchott, qui même a vendu des balles plastiques dans un quartier, voilà, est parti de là, et Dieu merci, voilà, aujourd'hui, j'en suis arrivé là. Je suis même passé, par exemple, quand j'ai eu mon bac, par exemple, prenons un exemple, quand j'ai eu mon bac, par exemple, je ne pouvais pas trouver l'inscription à l'étranger. Je me suis inscrit à la fac de droit tout en ayant fait le concours d'instructeur. Donc, du coup, j'ai été instructeur pendant 5 ans. Et le premier poste, j'étais affecté dans une petite localité avec, on va dire, 15 habitants. Voilà. Donc, vous voyez, c'est donc partir de là. Donc, voilà, c'est du chemin parcouru. Voilà. Et jusqu'au jour où la chance vous sourit. Petit à petit, faire les choses, avoir son objectif. Après, c'est vrai que c'est une question parfois de génération. Ce n'est pas critiquer la jeunesse d'aujourd'hui, mais on a plus tendance aujourd'hui à être pressé et à vouloir tout avoir tout de suite. La maison, la belle femme, la belle voiture, etc. Effectivement, mais comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Yep. Après, il y en a qui ont cette chance-là. On n'est pas tous nés avec une cuillère, comme on dit, une cuillère d'argent dans la bouche. Mais l'idée, c'est tout simplement c'est de croire en ses rêves et se dire simplement de se donner les moyens pour y arriver. Et que voilà, avec un peu de chance, la chance aussi existe, hein. Avec un peu de chance, on peut y arriver. Mais seul le travail paye. Maintenant, il ne faut pas être pressé. Tout simplement. En tout cas, merci beaucoup, Dr Boubacar Diop, de nous avoir honoré de ta présence. Il y a le grand frère Ousseynou Khan qui demandait c'était quoi le thème. Le thème, c'est autour d'un thé. C'est le portrait de professionnel. D'ailleurs, je vais inviter rapidement le grand frère Ousseynou Khan à se joindre à nous pour une prochaine séance. C'est mon doyen. Un grand marhaba. Donc, un grand plaisir d'échanger avec toi, docteur. Tu nous as éclairé sur plein de choses et on va te soutenir sur ce cabinet à fond, on est derrière. Et, R2C, pas RDC. R2C. Et l'issue, voilà. Oui. Donc voilà, c'est très très important. D'ailleurs, vu que c'est en pleine construction, je viens juste d'avoir les autorisations, etc. Le site est en construction, donc dès que le site est prêt, je mettrai ça en ligne, donc notamment sur les différentes pages en fait. Comme ça permet de faire un peu de pub. Top, on va soutenir à fond, merci le grand frère Ousseynou qui vient d'envoyer un message. Merci à lui d'être présent, de suivre ce live. Merci à vous d'être restés. Je sais que c'est tard, vous avez des occupations. En tout cas, merci beaucoup. L'idée, c'est vraiment d'essayer chaque semaine de recevoir 2 professionnels. La prochaine, ce sera ce vendredi. Je vais recevoir un ami à moi, un responsable dans tout ce qui est logistique, Mohamed Saïdi, qui est situé en Hollande, qui va venir aussi nous parler de son parcours. Et puis, pourquoi pas, toujours autour d'un verre de thé, susciter des vocations. Voilà. Un thé mauritanien. Un thé mauritanien. Lui, c'est un Tunisien, mais on va faire une exception. Donc, vraiment, c'était un grand plaisir d'échanger, docteur, avec toi. C'était vraiment un grand plaisir. Et puis, à très, très, très bientôt à tout le monde. Effectivement. En tout cas, moi aussi, c'était un plaisir de pouvoir participer à une émission, surtout que c'était un lourd fardeau parce que c'est la première émission et qu'on
on veut toujours bien faire pour que au moins ça puisse donner envie aux gens de pouvoir regarder les autres émissions. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Malheureusement, on sait qu'il fait tard, donc on pouvait toujours continuer à parler sur les divers foyers, mais ce n'est que partie remise. Et puis, en restant connecté, il y aura toujours l'occasion et la possibilité de pouvoir échanger. Et j'espère que ça vous a été un peu utile. Et n'hésitez pas toujours, voilà, s'il y a besoin de m'envoyer un mail ou sur telle ou telle chose qui me concerne, etc. C'est toujours voilà, les critiques aussi sont bienvenues. Exactement, surtout. Bien sûr. Surtout. En tout cas, c'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir de pouvoir partager ce moment-là. Marhaba. Allez. Jean qui dit soupoukas. Ah, il est prêt, je vais remettre le deuxième là. Marhaba, allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. À vendredi, 20h. Ça marche. On est ensemble.